Du nouveau ce soir à propos du premier cas d'Ebola répertorié à Goma, en République démocratique du Congo. L'homme atteint de la maladie est mort lors de son transfert vers l'agglomération de Butembo. La crainte d'une propagation rapide grandit dans cette ville, la plus grande touchée par l'actuelle épidémie de la fièvre hémorragique, malgré les appels au calme. Nous retrouvons Blanche Sanou pour les détails. Des mesures d'hygiène ont été rapidement mises en place, mais certains habitants de Goma ont exprimé leurs craintes concernant le cas d'Ebola déclaré hier dans cette ville d'1 million d'habitants. Quand j'ai appris que la maladie était à Goma, j'ai été secoué et effrayé. C'est pourquoi je n'arrête pas de me laver et de me désinfecter les mains pour pouvoir me protéger de cette maladie. Je conseille à tous les habitants de Goma de suivre les mesures d'hygiène que les prestataires de soins de santé nous enseignent. Toujours se laver les mains avec du savon et ne vous serrez plus la main. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous protéger du virus Ebola. Le patient décrit comme un prédicateur évangélique a été diagnostiqué avec le virus Ebola et renvoyé à Butembo. Malheureusement, nous avons perdu le patient, le premier cas positif à Goma. Il était sur le point d'être transféré au centre de traitement de Butembo, où les conditions étaient meilleures que celles de Goma, où nous avons un centre plus petit, et où nous avons également des cas suspects pour lesquels nous devons prendre toutes les mesures appropriées pour éviter toute contamination. Lundi, l'OMS a averti que si la maladie s'enracinait dans la métropole densément peuplée, le risque de propagation du virus augmenterait de manière considérable. Il serait donc nécessaire, selon les experts, de réévaluer le niveau de menace internationale. En attendant, la riposte est en cours dans les zones touchées. Jusqu'à présent, nous avons identifié 60 contacts, dont 18 ont voyagé dans le bus avec le pasteur et plus de la moitié d'entre eux ont déjà été vaccinés aujourd'hui. Plus de 1600 personnes sont mortes du virus Ebola depuis le 1er août, lorsque le virus hémorragique s'est déclaré au Nord Kivu et s'est propagé à l'Ituri voisin. Par ailleurs, le Rwanda a annoncé qu'il renforcerait la surveillance des frontières. La RD Congo également confrontée à des multiples conflits armés. Des milliers de réfugiés continuent de fuir vers l'Ouganda voisin, à tel point que le gouvernement de Kampala indique avoir du mal à répondre aux besoins humanitaires. Halima Atoumani s'est rendue au camp de Sebagoro. Son reportage rendu par Irénée Hermanumbo. Aux premières heures de la matinée, un bateau rempli de réfugiés congolais surgit du côté du lac Albert en Ouganda. Il fuit ainsi le conflit armé en RDC en quête d'un endroit plus sûr où vivre en toute quiétude. Il y a tellement de soldats, pourtant les groupes rebelles ennemis se trouvent dans les forêts environnantes. S'ils trouvent une personne dans la brousse, ils la tuent. Ils vous achèvent complètement. Et quand ils voient aussi des soldats du gouvernement, ils les pourchassent et les tuent. C'était trop. Il y a beaucoup de coups de feu à proximité et c'est devenu invivable. Donc, nous avons dû trouver un moyen pour quitter. Joshua Osaki a perdu le contact avec son épouse lors des combats dans la région de l'Ituri, mais il a réussi à s'échapper avec ses 2 enfants. Nous sommes arrivés ici dans la nuit. Nous avions voyagé avec des enfants et d'autres personnes. Il faisait froid. Les enfants souffraient, nous avions faim. Nous avons perdu des biens, des vêtements et de l'argent. Il n'y a pas la paix au Congo. L'Ouganda, en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, accueille les nouveaux arrivants dans ces camps qui abritent déjà plus d'1 million de réfugiés et le nombre ne cesse de s'accroître avec tout au moins 350 000 personnes venues de la RDC. Cela représente environ 17% de tous les besoins à couvrir. Donc, ce nouvel afflux est définitivement un défi. Vous savez que nous manquons de fonds pour l'aide dont ils ont besoin immédiatement, y compris pour l'assistance de sauvetage dès leur arrivée. Le PAM promet de l'aide, mais l'organisation tire également la sonnette d'alarme, avertissant que son budget ne pourra pas non plus tenir pendant longtemps. Au Soudan, non loin de la capitale Khartoum, d'où est partie la révolte populaire qui a entraîné le coup d'État militaire contre le président Omar el-Béchir, les nomades marchands de chameaux se disent préoccupés avant tout par le prix du bétail. Ils ont en fait choisi de ne pas prendre part à la révolution, comme nous allons le voir dans ce reportage relaté par Raissa Gironda.
Des dizaines de marchands de chameaux rassemblent leurs troupeaux sur le marché d'El Molir, à environ 100 km à l'ouest de Khartoum. Ces hommes du désert sont restés bien loin de la révolte soudanaise. On a été touchés et les effets sur le marché sont très clairs. Mais depuis l'accord entre le Conseil militaire et les forces pour la liberté et le changement, la situation s'est améliorée. Mais lorsque le prix en dollars monte, cela nous affecte à cause de la fluctuation des prix des importations. Avril 2019. Après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, le Soudan est secoué par un mouvement de contestation qui précipite la chute du président Omar el-Béchir après 30 ans de règne. Les nomades ne se préoccupaient pas de la politique. Elle a pourtant eu un impact sur leur commerce. Par jour, vous ne pouvez vendre que 6 ou 4 chameaux. Et parfois, vous ne pouvez rien vendre pendant un mois. C'est parce que les gens se sont enfuis ou ont migré vers les régions éloignées. Des milliers de Soudanais nomades vivent dans le désert et sont issus de tribus arabes comme Omar el-Béchir. Pour eux, il reste l'homme qui a construit les routes sur lesquelles ils transportent leurs chameaux et apporté l'eau aux portes du désert. La révolution a eu un impact négatif sur nos affaires plutôt que l'inverse. Peu importe le type de gouvernement, des centaines de chameaux attendent d'être vendus par ces hommes du désert. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 juillet 1969, les 3 astronautes américains de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, décollaient pour la Lune depuis la Floride, eux qui allaient marquer l'histoire et changer la vision qu'a l'humanité de sa place dans l'univers. La NASA tient toute la semaine une série d'événements pour faire revivre cet aller-retour historique. La salle de contrôle qui gérait la mission est aujourd'hui un musée. Lésia Bakalets l'a visité, son reportage repris par Arzuma Compaoré. L'aigle a atterri. Tels étaient les premiers mots que les ingénieurs dans la salle de contrôle ont entendus de la Lune alors qu'un nouveau chapitre de l'exploration spatiale s'ouvrait. Nous venons d'atterrir sur la Lune et l'équipage a éteint le moteur. Et alors que le monde est célèbre, mon équipe doit continuer à travailler car nous devons nous assurer qu'il est prudent de rester à la surface de la Lune. Le centre de contrôle de Houston a géré des vols spatiaux pendant 2 décennies supplémentaires. En 1992, l'équipe de contrôle s'est installée dans une partie plus modernisée du centre spatial et la salle historique a été fermée. J'ai donc nettoyé les consoles, débarrassé des bouteilles et des canettes. Il y avait parfois des objets dans les corbeilles à ordures. En gros, cet endroit n'était pas représentatif des différentes missions de contrôle historique. En 2013, un groupe de rénovateurs a remporté le contrat de restauration pour remettre la salle de contrôle dans son état du 20 juillet 1969. 35 entretiens avec les contrôleurs de vol. Ils se sont assis à chaque console et ont indiqué le bouton avec lequel ils interagissaient le plus et ce qu'ils faisaient sur leur console. Cela a beaucoup aidé le processus de restauration. Les rénovateurs ont passé 5 ans à effectuer des recherches minutieuses. Le plus gros défi était celui de restaurer les consoles et de s'assurer que les grands écrans, les éléments les plus grands et les plus visibles de la salle, ont exactement le même aspect qu'il y a un demi-siècle. Les écrans 1, 2 et 5. Pendant peut-être plus d'1 an, nous n'avons pas pu trouver ce qui était supposé être affiché sur ces écrans pendant la descente et l'atterrissage. Après plusieurs recherches, nous avons trouvé la vidéo adéquate qui nous a montré un morceau de ce que nous devions faire pour le reconstruire. Aucun détail n'était trop petit. Les rénovateurs ont trouvé du papier à lettres de la fin des années 1960, ainsi que des cendriers, des cigarettes et des canettes de soda. Le centre de contrôle de la mission restaurée est ouvert aux touristes qui peuvent le voir à travers une grande baie vitrée. Et il est l'heure de vous proposer la rubrique économique comme chaque mardi. Et ce soir, nous retrouvons Eric Manirakiza. Bonsoir Eric, comment allez-vous? Ça va très bien Jacques, bonsoir. Le passage du CFA à l'éco devra conserver le taux de parité par rapport à l'euro. L'UMOA, le bloc, a levé un coin de voile sur des questions entourant la future monnaie commune dans l'espace CEDEAO.
Effectivement, Jacques, la question du régime de change est préoccupante et les pays utilisant le CFA en sont très conscients. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays, peut-elle se passer partiellement ou totalement de la garantie du Trésor français? Cette question reste légitime au regard de l'évolution des principales monnaies africaines sur le continent, par exemple au Nigeria, Ghana, Zimbabwe, l'ex-Zaïre, Afrique du Sud, etc. On ne sait pas encore si l'économie sera garantie par Paris, l'ECO, je veux dire, ou l'une des puissances monétaires mondiales. Ce qui est évident, la conversion du franc CFA en principales devises comme le dollar, l'euro, la livre sterling ou le yen a permis de stabiliser les économies de l'UEMOA et de maîtriser l'inflation. Suivez. Si l'ECO devait venir à exécution ou à adoption en 2020, il n'y aura pas de changement de parité entre le franc CFA devenu ECO et l'euro. Aujourd'hui, le taux de change de l'euro par rapport au franc CFA est de 655,9. Ce taux ne changerait pas dans l'immédiat. Mais nous considérons que ce taux de change fixe vis-à-vis de l'euro a bien servi nos économies, maîtrise l'inflation, nous permet d'avoir des taux de croissance les plus élevés du continent et nous permet également d'améliorer la gouvernance dans tous les secteurs et surtout les meilleures conditions de vie pour les populations. Voilà, c'était le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire qui est également président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Oui, et Eric, avant de nous quitter, l'Afrique du Sud qui vient de dévoiler un plan de transport qui va également protéger l'environnement. C'est un projet très ambitieux qui vise à mettre en place un secteur du transport qui respecte l'environnement en vue de favoriser la croissance économique et la création de nouveaux emplois. Il y aura donc des transports en commun public et des moyens de mobilité écologique. Pretoria veut convertir 5% de son parc automobile public d'ici à 2022. 2 étapes à suivre, l'utilisation de carburants alternatifs ou le passage à des voitures électriques avec l'installation d'infrastructures d'énergie verte, c'est-à-dire les stations de biocarburants ou des points de chargement de véhicules électriques. Le gouvernement va également promettre des normes économiques améliorant l'efficience des véhicules fonctionnant grâce aux hydrocarbures traditionnels. Pour y arriver, Jacques, ce projet nécessitera des investissements et des financements à long terme, sans oublier un travail de préparation des entreprises pour s'en approprier. Merci bien Eric Manirakiza. Mardi prochain, mais n'allez nulle part ailleurs, vous qui aimez bien la pêche. Eh bien, gros plan maintenant sur le lac Malawi. Ces dernières années, les cales des bateaux sont loin de revenir pleines. La 3e plus importante réserve d'eau douce du continent africain subit les effets du changement climatique et de la surpêche, qu'on dit dévastateur pour l'économie locale, comme nous le détaille John Linden. Sur les rives du lac Malawi, une foule attend avec impatience l'arrivée d'un bateau transportant sa cargaison. Les 6 membres d'équipage livrent un seul filet de chambeau, des sardines et des minuscules poissons à partir du bateau, un des 72 navires qui débarquent chaque jour leur prise sur la plage de la baie de Senga. Mais la surpêche et le changement climatique ont eu des conséquences néfastes. Il était facile de pêcher du poisson dans le passé, mais de nos jours, les gens trouvent cela difficile. Ils peuvent aller pêcher le soir et revenir le matin avec seulement 2 boîtes de poissons. Le poisson est maintenant rare. Bordant 3 pays, le Malawi, la Tanzanie et le Mozambique, le lac Malawi s'étend sur plus de 29 000 km² et abrite plus de 1000 espèces de poissons. Les 14 000 habitants de la baie de Senga dépendent du lac pour se nourrir et gagner leur vie. Les gens tuent les plus petits poissons à cause de la pauvreté. La pêche est leur seule source de revenus. Ils ne peuvent acheter de la nourriture qu'après avoir vendu le poisson. C'est pourquoi ils tuent même les plus petits. Pour les habitants et les experts en climatologie, la diminution du nombre de poissons reflète une combinaison de changements environnementaux et de surpêche, ce qui n'est pas rassurant pour le futur.
Nous pouvons voir que le niveau de l'eau dans le lac diminue. Dans le passé, toute cette région était submergée. Mais maintenant, la superficie des terres s'est étendue. La Banque mondiale classe le Malawi parmi les 10 pays d'Afrique les plus exposés au changement climatique, les cyclones et les inondations faisant partie des principales menaces. Eh bien, il ne reste plus que 2 rencontres à disputer dans la CAN 2019. Sans plus tarder, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Nous sommes à la veille de la petite finale de la CAN 2019 et ça se joue entre les 2 malheureux des demi-finales. La Tunisie et le Nigeria vont tenter de se consoler demain en prenant la 3e place après des demi-finales à rebondissement et au dénouement cruel pour eux. Les 2 coachs étaient en conférence de presse ce matin. Suivez. Les Aigles de Carthage ont vécu un match fou en demi-finale face au Sénégal. Un pénalty raté par chaque équipe, une prolongation, un but contre leur camp et un pénalty pour eux d'abord sifflé puis annulé après recours à l'assistance vidéo. Le rêve d'un 2e titre s'est envolé et le sélectionneur des Tunisiens le reconnaît. Difficile de remobiliser les joueurs pour cette petite finale. Voilà, c'est la problématique de ce match-là assez particulier sur lequel il faut beaucoup insister pour remobiliser les joueurs qui peuvent avoir une forme de déception qui crée un peu de décompression. Avant d'atteindre le dernier carré, la Tunisie s'était montrée laborieuse. Après 3 nuls et une qualification par la petite porte en 8e, elle a eu recours au tir au but pour écarter le Ghana et n'a finalement gagné son premier match qu'en quart contre la surprise Madagascar 3-0. Avant le match de la 3e place, l'heure est presque au bilan. Là, sur le comportement, l'attitude, l'état d'esprit des joueurs, là, il y a vraiment, j'ai rien à redire dans l'approche qu'ils ont pu avoir, dans l'adhésion qu'ils ont eue. Plus convaincant en poule, le Nigeria a ensuite sorti le tenant du titre, le Cameroun, en 8e, puis l'Afrique du Sud en quart avant une élimination devant l'Algérie. Face aux Tunisiens, les Super Eagles pourront s'appuyer sur leur expérience des petites finales. Ils ont déjà fini 7 fois à la 3e place de la CAN, contre 1 fois pour les Tunisiens en 1962. Cette fois encore, les Nigérians veulent accrocher ce 3e rang pour finir leur compétition sur une note positive. Je pense qu'il est mieux de rentrer avec une victoire au Nigeria, même si c'est une petite finale, qu'avec une défaite en finale. Autre enjeu de ce match, la place de meilleur buteur de cette édition, convoité par Odayon Igalo. Seul en tête du classement avec 4 buts, le Super Eagles tentera de distancer le Sénégalais Sadio Mané et les Algériens Riyad Mahrez et Adam Ounas en embuscade avec 3 buts et qui s'affrontent en finale vendredi. Toujours dans l'actualité de la CAN, le divorce a été prononcé entre le sélectionneur belge et la Fédération guinéenne de football. Le président de la Fédération guinéenne de football, Mahamadou Antuno Souaré, a annoncé le remerciement de Paul Put pour insuffisance de résultats. C'est un contrat d'objectif, a déclaré M. Souaré. Et pour rappel, la Guinée a été éliminée en 8e de finale de la CAN par l'Algérie 0-3. Au premier tour, elle a fait un match nul 2-2 avec Madagascar, suivi d'une défaite 0-1 face au Nigeria, puis d'une victoire 2-0 sur le Burundi. Et donc, vous le voyez dans les statistiques, sur 12 matchs, eh bien, Paul Put a eu un bilan très maigre. Pareil pour l'entraîneur camerounais, Clarence Seedorf, qui a été remercié. Oui, ça passe trop vite, Yacouba. Oui. Bon, un petit cadeau pour vous, restez là pour vous détendre. Voilà, s'il vous plaît. Eh bien, au Burkina Faso, Roland Tapsoba, alias Rolby, purge une peine de 5 ans d'emprisonnement pour fraude dans l'établissement pénitentiaire de Ouagadougou, connu sous le nom de Mako. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, il a décidé de produire un album dans sa cellule. Aujourd'hui, ses chansons sont appréciées par la jeunesse de la ville, des rythmes que nous fait découvrir Blanche Sanou. Guitare à main, Roland Tapsoba alias Rolby, âgé de 27 ans, fredonne quelques chansons dont les refrains sont repris par ses compagnons de cellule. Dans cette prison située à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, il y a plus de 2000 détenus condamnés à des peines allant de quelques mois à la prison à vie. Je suis venu ici à la Mako pour escroquerie. Voilà, et j'ai été jugé et condamné à 60 mois de prison. Donc j'ai déjà écoulé 36 mois, 3 ans et il me reste 2 ans. Dans cette cellule de prison surpeuplée, on retrouve Tapsoba en train d'écrire des paroles de musique. Chantant en français et en mouré, le travail de l'artiste est un mélange de différents genres. Il aborde également une variété de sujets tels que l'amour, ses liens avec sa mère et le chômage des jeunes. Et moi, je suis en train de toujours chercher
comment faire pour que même après la prison, je puisse continuer et soutenir aussi, pourquoi pas, d'autres détenus aussi. Une fois condamné, l'artiste affirme qu'il lui a fallu un certain temps pour trouver l'inspiration. Petit à petit, son amour pour son art est revenu grâce aux cours de musique hebdomadaires donnés par la prison dans le cadre d'un programme de rééducation. Ces chansons Bayiridem et comme BBC incitent les jeunes à travailler, à être fiers et à vivre simplement. Des messages qui ne passent pas inaperçus. C'est vraiment des sons qu'on peut... Je sais que c'est des sons qui peuvent aller très loin. Après avoir écrit 4 chansons et passé des heures à s'exercer avec des co-détenus dans la cour de la prison, Tapsoba s'est finalement lancé dans la production d'un album. Le BBDA, Bureau burkinabé des droits d'auteur, a proposé de sponsoriser et de distribuer l'album. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une excellente semaine, évidemment. Merci, à demain.